En fait, leur vision du monde part du 11 septembre et retourne en arrière. Il a beaucoup été dit qu'Oussama Ben Laden était entre 1980 et 1990 soutenu par la CIA. À l'époque, l'agence de renseignement aide financièrement et militairement la résistance afghane. Mais l'agence américaine n'aurait jamais eu de contact avec le petit groupe marginal que forment Ben Laden et ses volontaires arabes. Mark Sajman était l'agent de la CIA chargé des contacts avec la résistance afghane. C'est la première fois qu'il témoigne. Comme ces Arabes n'avaient aucune signification au point de vue de la guerre, on ne faisait pas tellement attention à eux et en même temps, on n'était pas dans les mêmes cercles. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'était les commandants afghans. Et eux, les Arabes, ils évitaient tous les gens de l'Ouest. Si vous dites qu'il y a une relation du style, la CIA avait l'habitude de rencontrer des Arabes, de discuter avec eux, de faire des plans avec eux et de se battre avec eux. Ah non, ça c'est pas vrai. Ça n'est jamais arrivé. À Washington, Charles Cogan dirigeait l'aide secrète à la résistance afghane. Si Ben Laden avait été un agent américain, cet homme aurait été son patron. Pas un seul officier de la CIA a rencontré Ben Laden, jamais. Mais je sais bien qu'en Europe, on pense tout à fait différemment. C'est bien plus intéressant pour certaines personnes de penser que la CIA a personnellement recruté Ben Laden, l'a emmené aux États-Unis, l'a entraîné dans les arts de la terreur, qu'il est rentré, a mené une guerre contre les soviétiques de lui-même et que nous avons créé ce monstre. C'est une très belle histoire, mais elle n'est pas vraie. En janvier 1989, les troupes soviétiques se retirent d'Afghanistan. En 10 ans, l'armée rouge a perdu 15 000 hommes au combat. Mais ces soldats ont fait 1 million de victimes afghanes. Cette guerre a avant tout été gagnée par des milliers de résistants afghans, soutenus par le Pakistan, la CIA et l'Arabie Saoudite. Ben Laden et ses volontaires arabes ont joué un rôle très mineur dans ce conflit. Pourtant, à leurs yeux, cette victoire est la leur. On dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Le problème, c'est que beaucoup d'Afghans sont analphabètes, ils n'écrivent pas l'histoire. Ceux qui écrivent l'histoire, c'était les Arabes. Ce sont eux qui sont la raison du départ des Soviétiques. Pas la CIA, pas l'Amérique, pas les autorités saoudiennes, ni le gouvernement pakistanais. Pas même les combattants afghans. Ils pensaient qu'ils avaient eu un grand rôle dans la défaite de l'Union soviétique. Grisé par l'expérience afghane, Ben Laden est désormais convaincu qu'il est possible de battre avec la foi les armées les plus puissantes du monde. En 1989, il rentre en Arabie Saoudite. De retour à Jeddah, Oussama Ben Laden retrouve sa vie saoudienne et l'entreprise familiale, les chantiers, les affaires. Une existence bien fade après les années afghanes. Pas de moudjahidine, pas d'entraînement militaire, pas de kalachnikov autour de lui. À Jeddah, il n'était plus auréolé de la gloire de l'Afghanistan. À Jeddah, il devait vivre comme n'importe quel habitant de la ville. Mais Ben Laden va se trouver un nouveau combat. Le jeudi 2 août 1990, l'armée de Saddam Hussein envahit le Koweït, un pays voisin du royaume d'Arabie Saoudite. Le dictateur irakien est désormais une menace pour les Saoudiens. Pour libérer le Koweït et se protéger, le roi Fahd d'Arabie Saoudite décide alors de faire appel à l'armée américaine. Inacceptable aux yeux de Ben Laden. Le point de vue de Ben Laden était partagé par beaucoup de monde. Encore une fois, en 1991, Ben Laden n'est pas un terroriste. C'est un jeune idéaliste qui revient du djihad afghan et qui dit il ne faut surtout pas amener de troupes infidèles sur le territoire sacré de la Mecque et de Médine. Steve Cole a été correspondant du Washington Post en Inde et au Pakistan. Il a publié un ouvrage de référence sur la CIA et Ben Laden.
Sa proposition était d'organiser et de diriger un groupe de vétérans du djihad anti-soviétique afghan pour se battre contre les forces de Saddam Hussein et les expulser du Koweït. Ben Laden disait c'est eux ou moi. C'est-à-dire soit vous appelez les infidèles, soit vous appelez les musulmans. Mais entre les deux, il faut choisir. Mais Ben Laden n'a pas d'armée. En fait, il rêve de rassembler des djihadistes du monde entier. Des Saoudiens, des Égyptiens, des Yéménites, des Algériens, des Indonésiens, des Philippins, des Ouzbeks ou des islamistes du Cachemire, comme sur ces images. Ben Laden imagine une grande opération de volontariat comparable au djihad afghan. En septembre 1990, il rencontre le prince Turki, un proche du roi Fahd. À l'époque, le prince Turki Al-Faisal était chef des services secrets saoudiens. C'était quelqu'un de courtois, de gentil, et qui pensait rendre service à l'islam et aux musulmans. Mais il a cru pouvoir réunir une armée et libérer le Koweït. C'est la preuve de son caractère orgueilleux et prétentieux. Il est évident que Ben Laden n'aurait jamais amené 60 000 hommes en ordre de bataille avec des armes prêts à s'opposer à Saddam Hussein. C'était ridicule. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire contre Saddam Hussein? Rien. C'était une fanfaronnade. On dit ça? Oui. Ils l'ont écouté. Mais à la manière saoudienne, ils n'ont pas refusé clairement son idée. Ils ne lui ont pas dit que c'était une idée folle. Ils lui ont juste dit que ce n'était pas la manière dont ils allaient procéder. Donc il a dû être plutôt vexé d'être envoyé comme ça, d'autant plus qu'il semblerait que ses interlocuteurs l'aient traité avec une certaine condescendance, ce qu'il n'a pas supporté. Un mois plus tard, en octobre 1990, des soldats américains, britanniques, français, membres d'une coalition de 34 pays en majorité non musulmans, débarquent sur le sol saoudien pour préparer la libération du Koweït. Au total, plus de 500 000 hommes et femmes s'entraînent dans la péninsule arabique. En février 1991, Koweït City est repris par les troupes alliées. La victoire est avant tout américaine. Ben Laden enrage. Il s'est mis à publier des pamphlets. Il commençait à développer de nouvelles théories selon lesquelles le royaume saoudien devait être transformé en république islamique et même divisé en deux parties. Il s'est plongé dans l'histoire de l'Arabie saoudite pour y trouver des arguments selon lesquels la famille royale était illégitime. Il est donc devenu un véritable gêneur aux yeux de la famille royale. Ben Laden espère que les autorités religieuses du pays vont soutenir son combat. Mais au contraire, elles le désavouent et défendent la présence des soldats occidentaux en Arabie. Le jeune Saoudien est totalement isolé dans son propre pays. Sa désobéissance et son refus des décisions du roi et des fatwas édictés par les grands chefs religieux du royaume sont sans aucun doute la preuve que c'est à ce moment-là que cet homme a changé complètement. Ben Laden est désormais un opposant affiché. Voilà ce qu'il écrit au roi. La vérité est que l'armée étrangère est là pour défendre votre trône contre l'inévitable et grandissante menace de l'islam. Au printemps 1991, Ben